Bonsoir à tous, l'actualité européenne et internationale de ce lundi 28 janvier. Bienvenue dans Euronews Soir. Voici les titres de ce journal. La visite du président Macron au Caire pour resserrer les liens entre la France et l'Égypte, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Des ONG saisissent l'occasion pour alerter sur la situation des droits de l'homme en Égypte, où elles dénoncent la dérive autoritaire du régime Al-Sisi. Au Venezuela, le président autoproclamé Juan Guaidó cherche à obtenir le soutien de l'armée pour faire tomber Nicolás Maduro, le président vénézuélien qui est également sous pression de la communauté internationale. 6 pays européens, dont la France, l'appellent à convoquer des élections. À Madrid, la fronde des chauffeurs de taxi contre la concurrence des VTC type Uber. Les manifestants en grève depuis une semaine ont été délogés par la police. Cette grève est un nouveau chapitre de la bataille qui se joue en Europe entre les taxis et les plateformes de véhicules avec chauffeur. Et puis, c'est un avant-goût des Oscars du cinéma à Los Angeles. Les Screen Actors Guild Awards ont récompensé le film Black Panther ou encore les acteurs Glenn Close et Rami Malek. Les détails de cette cérémonie à la fin de ce journal. Bonsoir, bienvenue. Emmanuel Macron est donc au Caire pour renforcer la coopération entre la France et l'Égypte sur le plan commercial, culturel ou sécuritaire, avec en toile de fond la lutte contre le terrorisme islamiste. Le président français a également profité de ce déplacement pour évoquer la question sensible des droits de l'homme, alors que des ONG dénoncent la dérive autoritaire du régime Al-Sisi. Les détails avec Stéphane Amalian. Il devait surtout être question de contrat entre l'Égypte et la France. Mais les droits de l'homme se sont invités à la conférence de presse des deux chefs d'État. Emmanuel Macron a annoncé avoir remis une liste au président Al-Sisi de personnes qu'il estime être privées de leurs droits fondamentaux. J'ai rappelé au président Sisi, dans la confiance et dans la franchise qui caractérisent nos relations, la portée des actes qu'il pourrait prendre s'agissant par exemple de l'action des organisations non gouvernementales en Égypte, ou qu'il s'agisse de cas individuels ou des sites internet bloqués. Le dialogue est resté cordial. Le président français a déclaré comprendre la nécessité de stabilité en Égypte. Son homologue a pour sa part estimé qu'il ne fallait pas regarder l'Égypte à travers des lunettes européennes. Nous devons parler clairement. Nous ne sommes pas comme l'Europe, nous ne sommes pas comme les États-Unis. Nous sommes une région qui a des spécificités et sa nature est spéciale. Il ne peut pas y avoir la même méthodologie partout dans le monde et dire que cette méthodologie est idéale, on ne peut pas dire cela. Les droits de l'homme dans tous les esprits, notamment d'un journaliste égyptien qui interroge Emmanuel Macron sur le sort réservé aux personnes interpellées lors des manifestations de Gilets jaunes. Réponse du tac au tac du président français. De manière légitime, ils ont été interpellés. Pas interpellés parce qu'ils disaient quelque chose, pas interpellés parce qu'ils pensaient quelque chose, interpellés parce qu'ils cassaient, parce qu'ils détruisaient, parce qu'ils s'attaquaient à d'autres citoyens ou aux institutions. Emmanuel Macron a annoncé rendre visite mardi à des représentants de la société civile égyptienne. Dans l'actualité également, le bras de fer se poursuit au Venezuela. D'un côté, le président Nicolás Maduro, dont la rue réclame avec insistance le départ. De l'autre, Juan Guaidó, le chef du Parlement, qui s'est autoproclamé président. Dans ce bras de fer pour le pouvoir, l'armée pourrait jouer un rôle décisif. Juan Guaidó cherche à convaincre les militaires de le soutenir. Audrey Tilve. Jusque dans les églises, le soutien à Juan Guaidó s'affiche. La digue de l'autocensure a lâché au Venezuela, mais le leader de l'opposition qui s'est autoproclamé président par intérim mercredi est encore loin d'avoir chassé Nicolás Maduro du pouvoir. Il en appelle donc à des rassemblements massifs mercredi et samedi pour convaincre l'armée de le soutenir et convoquer de nouvelles élections. On m'a demandé pourquoi ne pas manifester tous les jours. Parce que nous sommes dans une situation telle au Venezuela qu'il faut se battre aussi chaque jour pour manger et survivre. Juan Guaidó peut compter sur de nombreux soutiens à l'étranger, dont celui de 6 pays européens, France comprise, qui ont donné jusqu'à dimanche à Maduro pour annoncer des élections. Bras levés, ces sympathisants de Guaidó ont eux fait le tour des casernes pour distribuer aux soldats une promesse d'amnistie en cas de ralliement au président autoproclamé.
Si les gestes de certains laissent peu de place au doute, des signes de dissension se font jour, comme la défection de l'attaché militaire du Venezuela à Washington. Alors, pour resserrer les rangs, Nicolás Maduro profite d'exercices militaires pour lancer une mise en garde. Personne ne respecte les faibles, les lâches, les traîtres. Personne. Dans ce monde, on respecte les valeureux, les courageux. On respecte le pouvoir. Et il faut faire respecter le pouvoir de la nation vénézuélienne par le pouvoir militaire. Réélu en mai dernier, lors d'un scrutin contesté et boycotté par l'opposition, le chaviste Nicolás Maduro dirige un pays à la dérive où l'inflation devrait atteindre 10 millions de % cette année. Le feuilleton du Brexit se poursuit au Royaume-Uni. Les députés britanniques voteront demain sur le plan B présenté par la Première ministre Theresa May qui cherche toujours à éviter une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord. Un scénario qui inquiète nombre d'entreprises britanniques et notamment les supermarchés. Laura Cambo. Le scénario d'un Brexit sans accord fait trembler les milieux économiques, mais surtout les supermarchés britanniques. Leur crainte principale, que leurs rayons soient moins garnis. Sainsbury, Asda, McDonald's et bien d'autres grands supermarchés et fast-food l'ont fait savoir aux députés britanniques dans une lettre. Ils dressent un sombre tableau des conséquences à attendre en cas de sortie de l'Union sans accord. Nous craignons d'importantes perturbations à court terme s'il n'y a pas d'accord. 90% de nos laitues et 80% de nos tomates sont importées de l'UE. Nous sommes aussi très préoccupés par l'impact des droits de douane. Nous vous demandons donc de travailler en urgence pour trouver une solution. Une mise en garde qui intervient alors que le Parlement doit procéder à un vote crucial ce mardi. Les députés vont essayer de faire voter des amendements pour écarter le risque d'un Brexit sans accord. Les professionnels du secteur insistent surtout sur une chose, les perturbations attendues de leur chaîne d'approvisionnement. En effet, environ un tiers de la nourriture consommée au Royaume-Uni provient de l'Union européenne. Cet avertissement intervient quelques jours après celui formulé par Airbus. D'après son PDG, le groupe est prêt à quitter le Royaume-Uni si aucun accord n'est trouvé pour le Brexit. À Madrid, les chauffeurs de taxi mènent la fronde contre les VTC, les voitures avec chauffeurs type Uber dont ils dénoncent la concurrence déloyale. Ils sont en grève depuis plus d'une semaine. Leur mouvement fait écho à d'autres chauffeurs de taxi dans le monde. Ils ont été délogés sans violence par la police anti-émeute, mais ce n'est pas pour autant la fin de leur mouvement. Voilà 8 jours que des centaines de chauffeurs de taxi sont en grève à Madrid pour protester contre la concurrence des VTC. Après avoir bloqué d'autres parties de la capitale espagnole, ils ont passé la nuit sur la promenade de la Castellana, un axe traversant la ville du nord au sud, avant que les forces de l'ordre ne les contraignent à dégager les véhicules. Ce qu'ils exigent, c'est une réglementation similaire à celle obtenue par les taxis catalans la semaine dernière. Une réglementation interdisant aux VTC de prendre des clients sans réservation dans la rue et obligeant les usagers à réserver les VTC au moins 1 heure à l'avance. En Espagne, c'est au niveau des communautés autonomes que se décide la régulation des véhicules de transport avec chauffeur. À Madrid, malgré la grève de la faim entamée par certains chauffeurs de taxi vendredi, le président de la communauté propose un accord à minima et affirme qu'il ne cédera ni au chantage ni aux menaces. La disparition d'un billet dans la zone euro. La plupart des banques européennes ont en effet cessé d'émettre les coupures de 500 €. Des billets peu utilisés par la population et accusés par les experts de faciliter la circulation d'argent sale. Guillaume Petit. Beaucoup n'en ont sans doute jamais vu la couleur, violette pour rappel. Mais ça, c'est déjà de l'histoire ancienne. Les billets de 500 € ont cessé d'être mis en circulation. Ce dimanche, 17 des 19 banques nationales de la zone euro ont stoppé leur émission. Seuls les instituts monétaires d'Allemagne et d'Autriche ont obtenu un délai de 3 mois, officiellement pour des raisons logistiques. Un billet qui représentait 22% du total des billets en circulation contre 42% pour les coupures de 50 €. Un billet violet peu utilisé par la population, mais au contraire trop utilisé aux yeux des autorités bancaires pour faire circuler de l'argent sale dans le cadre d'activités illicites. Mais dans certains pays, comme en Autriche ou en Allemagne, la fin du billet violet ne passe pas totalement inaperçue. Il n'est pas rare de voir certains clients préférer le paiement par cash, même pour de gros montants. On utilise de moins en moins d'argent liquide, mais pour les grandes sommes, à partir de 1 000 €, il arrive que des gens paient avec des billets de 500 € et nous les acceptons avec plaisir.
J'aime utiliser de l'argent liquide. Je préfère payer en liquide pour de gros achats sans pour autant faire des opérations douteuses. Et mon expérience avec les billets de 500 € était bonne. Mais la coupure de 500 € continuera d'avoir une valeur légale et pourra être échangée sur une durée illimitée. Mais pour ceux qui n'en ont jamais possédé, il faudra s'asseoir sur cette idée. Les tribunaux européens vont-ils bientôt profiter des services de l'intelligence artificielle ? À l'avenir, les robots pourraient épauler la justice pour appliquer le droit, déterminer des peines ou prédire les risques de récidive. Pour des experts, l'intelligence artificielle pourrait même remettre en cause certaines décisions des juges. Grégoire Lery. L'intelligence artificielle ne semble plus l'apanage des secteurs de la haute technologie. En Europe, elle est sur le point d'entrer dans les tribunaux pour faciliter l'analyse des textes et des décisions judiciaires. Afin de protéger les droits fondamentaux, le Conseil de l'Europe vient d'établir la première charte pour éviter les dangers de la justice prédictive. L'intelligence artificielle est utilisée pour détecter le risque, la dangerosité d'une personne. À travers l'analyse d'une série de décisions et de données, le système pourra vous dire si une personne représente un risque faible, moyen ou élevé de commettre à nouveau un crime. C'est aussi employé, par exemple, pour déterminer la durée des sentences de prison. Selon une étude britannique, les ordinateurs ont pu prédire avec une précision de 79% près de 500 décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Selon l'ancienne magistrate Doré Reiling, l'intelligence artificielle risque d'entraîner des remises en cause. Une fois que les gens utiliseront l'intelligence artificielle, ils prédiront ce que les juges vont décider. Et si les juges n'agissent pas en conformité avec les prédictions émises par l'intelligence artificielle, il y aura un problème de légitimité pour la justice. Les robots justiciers sont déjà en action aux États-Unis. En Europe, les cours de justice sont encore en phase de test. Un géant du ferroviaire va-t-il voir le jour en Europe ? Le projet de mariage entre Siemens et Alstom est encore loin de se concrétiser. Ce projet de fusion suscite en effet bon nombre d'interrogations. Les deux groupes ont soumis de nouvelles concessions à la Commission européenne. Laura Cambo. Depuis septembre 2017, l'allemand Siemens et le français Alstom veulent s'unir. Leur objectif, former un géant de la construction ferroviaire. Une fusion qui inquiète la Commission européenne. Elle craint que le nouvel ensemble n'occupe une position dominante et n'écrase les petits groupes. Au contraire, pour les autorités allemandes et françaises, cette fusion Siemens-Alstom permettrait de concurrencer les groupes chinois. Pour que l'Union européenne accepte le mariage, les deux groupes ont fourni de nouvelles concessions. Ils proposent de céder certaines activités et des licences technologiques. Alors la Commission acceptera-t-elle la fusion ? Une décision est attendue d'ici le 18 février. À Hollywood, c'est la saison des récompenses. Après les Golden Globes, place hier soir à la cérémonie des Screen Actors Guild Awards, considérée également comme un avant-goût des Oscars du cinéma, qui auront lieu dans un mois. Alors, qui ont été les grands gagnants de cette soirée ? La réponse, Alice Fontino. And the actor goes to Black Panther. Yes. Black Panther a dominé le palmarès de la Screen Actors Guild la nuit dernière à Los Angeles. L'ensemble du casting et les cascadeurs du film ont été récompensés, alors que ce long métrage a été l'un des plus gros succès du box-office cette année. De quoi en faire un prétendant sérieux pour remporter peut-être la statuette du meilleur film. À tout juste un mois des Oscars, cette cérémonie est un indicateur suivi avec attention, en particulier pour les comédiens. Glenn Close a été sacrée meilleure actrice pour son interprétation dans The Wife, notamment face à Olivia Colman, premier rôle dans La Favorite, le film en tête des nominations aux Oscars, en lice dans 10 catégories, tout comme Roma. À 71 ans, Glenn Close pourrait enfin voir sa carrière consacrée. Ici, elle incarne l'épouse d'un génie littéraire narcissique, dévoré par les regrets et dont les ambitions étouffées remontent à la surface.
And the actor goes to Rami Malek. Côté masculin, Rami Malek a évincé le favori de la catégorie Christian Bale qui incarnait Dick Cheney dans Vice. Le Freddie Mercury de Bohemian Rhapsody a créé la surprise en étant élu meilleur acteur. We're going to do great things. It's an experience. Love, tragedy, joy. Something that people will feel belongs to them. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Bonne soirée et à très bientôt.